Rebonsoir. Merci d'être resté et de rester pour le débat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter dans ce film. Donc, Rokhaya Diallo nous a rejoint. Donc, merci à elle d'être parmi nous pour cet échange autour du film, des questionnements qu'il pose. Je vais, on va dire, essayer de partager la parole. On se proposait d'avoir peut-être un premier échange avec Amandine et Rokhaya et ensuite de vous donner la parole et de pouvoir répondre et interagir. Donc, en commençant par Amandine, peut-être revenir sur le processus du film. On a commencé à en parler un peu et de l'importance qu'il y avait à ce qu'il soit vu, beaucoup vu, parce que ça avait été aussi un long travail. Et de le voir ici, tu peux peut-être nous refaire un peu l'historique de comment ce film est arrivé jusqu'à nous et pourquoi est-ce que tu as tenu bon malgré le course d'obstacles que c'est pour le monter, le réaliser, le financer, et voilà. Alors oui, effectivement, c'était pas gagné qu'il arrive jusqu'à vous, mais bon, et surtout en salle. L'idée initiale, c'était que le film pourrait être terminé, mais qu'il y avait des grandes chances pour que je le mette plutôt sur YouTube, parce que voilà, arriver jusqu'aux salles, c'est tout un circuit de distribution, etc. Il faut avoir un réseau, où il faut savoir le faire déjà, ce qui n'était pas mon cas. Donc quand ce projet commence en 2013, quand j'ai commencé à l'écrire, ça venait de plusieurs choses dans mon parcours, d'un certain nombre de frustrations personnelles, et en particulier puisqu'à cette époque-là, j'étais encore comédienne. Et donc, je me retrouvais à passer beaucoup de castings extrêmement stéréotypés, où on me demandait de faire l'accent. Donc, bon, voilà, fais l'accent antillais, fais l'accent africain, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je saurais le faire? Ah bah oui, je suis noire, donc forcément, je suis censée savoir parler avec un accent, etc. Et puis, bon, une fois, je me dis c'était un accident. Une demi-douzaine de fois, je commence à être agacée. J'appelle mon agent, elle me dit je propose ton profil quand c'est écrit recherche comédienne 18-25 ans. On ne me répond que si c'est spécifié dans le scénario qu'elle est noire. Et si c'est spécifié dans le scénario qu'elle est noire, ça va avec un certain nombre de stigmates. Donc, elle s'appelle Aminata ou Fatou, et je ne plaisante pas. J'ai gardé tous les scénarios qu'on m'envoyait, et c'est généralement ces deux prénoms-là. Ou alors, après, éventuellement, il y a effectivement le personnage de l'infirmière antillaise, etc. Mais donc voilà, là, il faut parler avec l'accent. Et donc, il n'y avait pas du tout de... C'est des personnages qui ont aucune complexité. Moi, je ne retrouvais pas du tout ce que je peux voir voilà, chez mes amis noirs, dans des femmes noires qui sont dans l'espace public, etc. On n'est pas des êtres unidimensionnels, on ne pense pas toutes et toutes de la même façon, on ne joue pas toutes et tous le même rôle dans la société, et donc, c'est pas normal qu'on ait toutes et tous le même rôle au cinéma. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire d'abord des programmes courts de fiction pour la télé, sauf que ce qui se passait, c'est que quand j'essayais de glisser subrepticement des personnages noirs pas caricaturaux, on me disait mais c'est pas réaliste, c'est trop américain, ces filles-là elles n'existent pas en France. Donc j'avais tenté une fois de mettre discrètement une lesbienne noire sommelière, ça n'a pas marché. Et donc du coup, voilà, je me heurtais comme ça tout le temps à des murs en essayant, on va dire, de passer par les institutions et par la voie classique, et je voyais que ça fonctionnait pas. Donc puisque je pouvais pas, on va dire, changer la narration de l'intérieur, l'idée c'est qu'est-ce que je peux faire en totale autonomie. C'est un documentaire parce que ça coûte moins cher, parce qu'on avait le matériel, et que donc j'ai la chance d'être en couple avec une personne qui est photographe et vidéaste. Donc du coup, on avait du matos à la maison. Donc c'est un projet qu'on peut commencer à deux. Et donc c'est ça qui se passe en fait, c'est que moi je commence à écrire mon truc, et puis je me dis voilà, on peut recruter des personnes. Donc d'abord je teste mon questionnaire avec mes copines noires, après avec des universitaires, des militantes, pour essayer d'avoir plusieurs regards sur mon questionnaire. Quand je suis contente, je fais un appel sur les réseaux sociaux en disant je prépare un documentaire afroféministe, si ça vous intéresse, envoyez-moi votre mail et je vous envoie la note d'intention et le synopsis. Et puis là je me fais voilà, c'est raz-de-marée de demandes, arrivé à une soixantaine de personnes qui m'écrivent de partout, donc Guyane, Normandie, je sais pas moi, La Réunion. Déjà je dois dire en fait, donc il y a beaucoup de choix dans ce film qui sont aussi des choix de contexte. J'ai pas d'argent, donc en fait c'est les personnes qui peuvent se déplacer en région parisienne. Donc après, par accident, il y a 3 Belges dans le film, mais parce qu'en fait je ne sais pas à qui je parle dans la francophonie. Si elles sont en Belgique pas loin et qu'elles peuvent venir à Paris faire des entretiens, et qu'elles veulent être dans le film, elles sont dans le film. Et puis donc voilà, je rencontre 45 personnes. Il y en a 24 qui acceptent d'être dans le film une fois que je leur ai présenté toutes les thématiques, parce que là on est en 2013-2014, donc se pointer en disant on va parler de dépression, d'orientation sexuelle, de religion, et on va faire s'enchaîner la partie sur la religion et l'orientation sexuelle, c'était un petit peu cavalier. Je savais qu'il y avait des personnes qui allaient peut-être dire oh là, en fait non. Et donc voilà, des 45 à qui j'ai présenté tout le déroulement du film, il y en a 24 qui ont bien voulu être dedans. Et puis, une fois que ça a été terminé, il y a eu un petit hiatus d'1 an, c'est-à-dire qu'on a tourné de juin 2014 à novembre, décembre 2014.
On a fait une soirée en février 2015 parce que l'idée, c'était de commencer à, on va dire, générer de l'intérêt et puis de fédérer une communauté autour du projet. Donc ça s'appelait La parole des femmes noires entre réappropriation, confiscation et paternalisme, où j'ai montré quelques rushs. On avait fait une soirée, il y avait un espace associatif et puis il y avait des filles du film qui étaient sur scène avec moi pour discuter des thématiques du film, etc. Puis en fait, on a monté le film en août 2016. Donc là, il y a un an où il n'y a plus de sous. Je pars au Canada. Bon, c'est un peu compliqué. Et donc, on l'a monté en août 2016. Et là, je pense qu'on avait déjà dérushé. Donc, on fait tout le travail très chronophage où il faut tout mettre sur l'ordinateur, etc. Et quand on a commencé le montage, je pense qu'au bout d'une semaine de montage avec Enrico, on s'est dit que c'était vraiment trop bien, enfin que ça allait être vraiment bien et que ça aurait été vraiment gâché de le mettre sur YouTube. Donc là, la question, c'était que quand on a demandé les premiers devis pour donc là, on doit dire, on en est à peu près à 10 000 euros de notre argent personnel entre le matériel, les transports, etc. Et quand on a demandé les premiers devis pour la post-production, on nous a annoncé des devis à 22 000 euros. Et donc là, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir continuer à mettre tout cet argent-là de notre poche. Donc l'idée, c'était, si on arrive à prendre l'argent de la post-production par un crowdfunding, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour le film et qu'après, on peut essayer de pousser pour le mettre en salle. Si on n'arrive pas à prendre l'argent, on arrête la saignée là et puis, effectivement, on le mettra peut-être sur YouTube. Donc, j'ai lancé un crowdfunding à l'automne 2016 et puis qui a complètement dépassé. Moi, j'avais demandé 12 000 euros, on en a eu 17 000. Donc là, ça a permis aussi de voir qu'il y avait vraiment de l'intérêt, que les gens suivaient, qu'ils étaient à fond, etc. Donc, on a pu faire la post-production. Et là, j'ai commencé à faire des projections publiques du film dans l'espoir de trouver un distributeur. Donc, il y en a eu quelques-unes en région parisienne. Et après, on me disait, oui, mais c'est un film de niche, c'est normal que ça marche à Paris, sous-titres, parce qu'il y a des Noirs en région parisienne. Mais du coup, est-ce que vous pensez que quand vous aurez épuisé le public cible, vous allez trouver du public? Donc là, j'ai organisé des projections à Nantes, à Lyon, pour dire, regardez, dans des villes plus petites où il y a moins de Noirs, il y a quand même du public. Mais j'ai quand même pas trouvé un distributeur. Et donc là, comme en France, ce ne sont pas les réalisatrices qui signent avec les boîtes de distribution, mais ce sont les producteurs, productrices, j'avais déjà décidé de monter une boîte de production parce que sinon, au moment où j'allais trouver une distribution, c'est pas moi qui allais faire de l'argent après déjà là 3 ans sur le film où on mettait de l'argent de notre poche. Donc, on a été déjà en train de monter la boîte de production et comme on a vu qu'on ne pourrait pas faire d'argent, on a changé les statuts, on a fait et surtout pas trouvé de distributeur qui nous propose un deal qui nous semblait acceptable au vu du travail qu'on avait déjà mis dans le film et du réseau aussi qui s'était créé autour du film. Et donc, on a transformé la boîte de production en boîte de production et distribution qu'on a appelé Bras de Fer. Comme vous pouvez voir ce magnifique t-shirt d'Enrico ce soir. Parce que ça résume assez bien ce qui s'est passé pour que ce film existe. Et j'ai passé l'été 2017, du coup, à appeler les salles de cinéma, à envoyer des mails et en disant, voilà, j'ai un film, il sort le 11 octobre, parce qu'on avait réussi à trouver le soutien d'un exploitant qui s'appelle Boris Spire à l'écran de Saint-Denis. Et ça, c'est très important parce qu'il vous faut au moins une personne pour mettre le pied dans la porte. Et donc, Boris avait accepté de sortir le film si on voulait faire une sortie nationale. Donc, à partir du moment où on en a eu un, on a pu dire, voilà, on a une sortie nationale le 11 octobre, trouver une salle ensuite à Paris, puisque c'est le Saint Graal et puisque c'est très centralisé la France. Donc, tu peux avoir une sortie nationale que si tu as une salle à Paris. Donc, il y a des gens, par exemple, qui sortent que à Paris dans une salle et c'est une sortie nationale. Si tu as 10 salles et que tu n'as pas Paris, c'est pas une sortie nationale. Donc, d'abord, il a fallu trouver la salle à Paris, etc., qu'on a trouvé. Et ensuite, on a réussi à avoir finalement 11 salles pour la sortie nationale, ce qui était un truc complètement inespéré. Et puis, effectivement, là, maintenant, on a dépassé 16 000 entrées, ce qui, pour un documentaire, est très bien. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80 documentaires qui sortent par an en France, et plus de la moitié fait moins de 5 000 entrées sur leur exploitation totale. Nous, on avait fait 10 000 en 6 semaines. Donc, pour un film de niche qui était censé intéresser que les Noirs, etc., qui n'allait pas pouvoir supporter une sortie nationale, ce que me disaient souvent les distributeurs, ça ne tiendra pas à une sortie nationale, etc., etc. Finalement, ça l'a fait. Et puis voilà, on se termine ce soir à l'Assemblée nationale. Donc, comme quoi, les films de niche peuvent faire leur chemin, quoi. D'accord. Du coup, bravo. Je pense que là, tu as résumé très vite, mais ce qui a été de longues années de bataille. Rokhaya, tu es également réalisatrice, tu es journaliste, écrivaine, donc tu connais aussi ce rapport au montage de projet, à avoir des choses que tu as envie de montrer, et puis voilà, la nécessité un peu quand on n'a peut-être pas tous les codes, les réseaux, et puis qu'on ne ressemble pas à ceux surtout qui ont l'habitude de produire ce genre de choses, de ne pas toujours avoir les moyens. Est-ce que par rapport à ce que raconte de Amandine et de ta propre expérience, voilà, qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce que toi tu as aussi vécu dans ce genre de processus?
Bonsoir, pour commencer, bonsoir à toutes et à tous, quelques tous qui sont là. Merci beaucoup Daniel d'avoir permis au film d'être projeté ici et puis de m'avoir permis de me permettre d'en parler après. Évidemment, ce que dit Amandine, ça me parle. Moi, c'est vrai que je suis réalisatrice. Pour l'instant, j'ai réalisé des documentaires uniquement pour la télévision. Et ce que tu racontes de ton film me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu pour mon premier film, qui a été monté en grande partie grâce au crowdfunding. C'était un documentaire qui s'appelait Les Marches de la Liberté et qui racontait en fait le périple, qui suivait un groupe d'Américains qui découvraient la France à travers les questions raciales. Donc c'était il y a 5 ans. Et je me souviens que la productrice qui était là, elle est partie, Laurence Lascari, elle assistait à la projection. Malheureusement, elle n'a pas pu rester, mais c'était assez épique en termes d'organisation. Vous imaginez donc la productrice qui est une femme noire, la réalisatrice est une femme noire, et on veut parler de noir. Les gens nous ont un peu regardé en se disant non, ça va pas être possible, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on avait soumis le projet au CNC. Je me souviens que la réponse qu'on avait eue, c'était on comprend pas quel film vous voulez faire. Et je trouve que c'est assez symptomatique de l'incapacité en fait de certains, en tout cas des personnes qui sont décisionnaires dans l'attribution de budget, à se projeter dans des histoires dont ils ont l'impression qu'ils ne sont pas les protagonistes, alors que l'histoire se voulait malgré tout une histoire dans laquelle chacun et chacune pouvait se projeter, s'identifier, mais on avait vécu ce frein. Et c'est vrai que ça a été hyper difficile parce qu'on avait besoin de tourner à l'étranger, donc on a eu besoin de réunir des sommes importante assez rapidement. On a fait un crowdfunding et pareil, contre toute attente, on l'a lancé en juillet, donc c'était vraiment au milieu de l'été. Et on avait 3 semaines parce qu'on devait tourner en août, parce que le 28 août, en fait, c'était la marche des 50 ans de la marche de Washington de Martin Luther King, donc on n'avait vraiment pas le choix. Et en fait, très très rapidement, on a réuni, je sais pas, quelque chose comme 17 ou 18 000 euros, ce qui montrait qu'il y avait vraiment une volonté de soutien, un intérêt pour la thématique, et puis vraiment une envie de voir ce film. Et puis finalement, la chance qu'on a eue, c'est que France O l'a acheté. Et puis par la suite LCP d'ailleurs et il a été projeté non pas ici mais au Sénat. D'ailleurs il avait été partiellement tourné au Sénat, mais c'est vrai que je me rends compte que dans la plupart des documentaires que j'ai faits, je parlais des États-Unis, qu'il y a peut-être une plus grande acceptation des sujets lorsqu'il s'agit de parler des États-Unis. Et malgré ça, parfois on a des surprises. J'ai le souvenir d'avoir fait un documentaire il y a 2 ans sur la nouvelle vague de militants afro-américains qui se sont mobilisés à partir de 2014 sur les violences et autour du mouvement Black Lives Matter. Et donc j'avais proposé ce documentaire à une chaîne du service public en expliquant clairement que c'était un documentaire sur les Afro-Américains de Ferguson, notamment dans le Missouri, où était mort Mike Brown. Et donc j'étais allée dans le Missouri, j'avais tourné avec eux, j'avais passé du temps avec eux autour de l'anniversaire. Et donc j'étais revenue avec des images, on avait fait un premier montage, et je me souviens que quand je l'ai montré à la personne de la chaîne, le conseiller des programmes m'a regardé, m'a dit « il n'y a quand même pas beaucoup de blancs ». Et je me suis dit « mais… » Alors c'est incroyable, c'est un film sur les mouvements noirs américains aux États-Unis. Donc et en plus c'est pas une fiction, c'est un documentaire. Donc s'il y a pas de blancs, je peux pas les inventer. C'est-à-dire que c'est pas comme si je pouvais faire un casting pour m'assurer que tout le monde soit représenté correctement, alors qu'il s'agissait de raconter une situation réelle. Et c'était franchement, je me suis dit, mais j'étais bouche bée. Je me suis dit mais qu'est-ce que même là en fait, il faut absolument que dans un sujet qui concerne en priorité les Noirs américains et dont les Afro-américains sont les protagonistes, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez… Alors qu'en plus, pour le coup, je trouvais qu'il y en avait quelques-uns. Mais peut-être qu'ils n'étaient certes pas majoritaires, et je comprends que ça puisse surprendre, mais même sur un sujet comme ça, alors vous imaginez bien que sur un sujet qui concerne la France et qui doit raconter une certaine féminité, ce soit difficile effectivement d'envisager que ça puisse marcher. Ça, c'était le monde d'avant Black Panther. Du coup, bon, ça va pas ouvrir toutes les portes, mais au moins, ça peut-être… Non, mais du coup, on voit effectivement comment toute l'énergie et la détermination qu'il faut pour arriver à produire, à porter ces projets. Je voudrais aborder du coup l'autre aspect, c'est-à-dire le contenu et le pourquoi de ces voix. Faire entendre ses voix, et puis ensuite je pense que beaucoup de gens auront des questions, des remarques à ajouter là-dessus. Du coup tu dis voilà, tu as voulu entendre des choses et voir des choses que tu voyais pas et qu'on te demandait, qu'on te renvoyait à des stéréotypes, et c'était pas la diversité. Du coup pour toi voilà, le sens de ton film, c'est montrer la diversité des visages des femmes noires en France, c'est porter aussi, parce que tu as choisi aussi des thématiques assez précises, et comme tu le disais, par exemple, le lien entre religion, sexualité, etc. Donc il y a aussi un choix, on va dire, politique, au sens où il y a une cohérence. Voilà, quel est le message, ou en tout cas le propos que tu as voulu faire entendre
dans ce film? Alors, il y en a plein, mais c'est vrai que la question, c'était vraiment ça. C'était que le premier titre, d'ailleurs, du film, c'était « Nous sommes la somme de nos différences », parce que moi, ce qui me choquait le plus, c'était qu'effectivement, il y a en tout cas, une des choses que je trouve les plus déshumanisantes dans le racisme, c'est effectivement qu'on nous enlève notre individualité. On n'est plus des personnes, on est des noirs. Et là, c'est une espèce de gloubi-boulga qui n'a pas vraiment de sens. Et donc, du coup, voilà, je veux dire, les noirs, est-ce qu'on vote tous pareil, par exemple? Est-ce qu'on pense tous pareil? Est-ce qu'on a les mêmes religions, les mêmes orientations sexuelles, etc. Non. Donc, en fait, les noirs, effectivement, c'est une assignation et ça n'a de sens majoritairement que dans les critères qui nous sont assignés. Mais après, bien entendu qu'on est très différentes et très différents les uns les autres. Et donc, du coup, quand on me disait, quand je présentais des personnes noires que je connaissais ou des personnages dérivés de moi et qu'on me dit, bah, ces filles-là, elles n'existent pas en France, ben non, mais c'est trop américain, bah, pour moi, on est encore en train de nier mon humanité, en fait. Je sais bien, moi, que j'existe. Donc, du coup, en plus, je me retrouve dans des conversations surréalistes où il y a des hommes blancs de plus de 50 ans qui m'expliquent que moi, j'existe pas. Là, à un moment donné, on est dans un truc, on se dit, bon, où est-ce qu'on commence la conversation, en fait? Comment ça se passe? Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment ça, déjà, c'était de montrer un panel de femmes noires. Alors, c'est sûr que, je veux dire, on peut aller encore plus loin dans la pluralité et la diversité des femmes noires en France, mais il fallait bien commencer quelque part. Donc, la première idée, c'était ça. Après, c'est vrai que le film s'appelle « Ouvrir la voie », parce que très rapidement, quand j'ai commencé à parler avec les filles, déjà, moi, je pensais que ça prendrait 6 mois pour que je trouve 10 personnes. Quand je vois qu'en 2 semaines, il y a 60 personnes qui m'envoient des messages, je me dis, elles ont vraiment envie de parler, en fait. Là, il y a quelque chose qui fait que... Et sachant qu'en plus, quand même, en 10 ans, je prépare un documentaire afroféministe, je propose déjà un truc politique. Donc, je me dis, déjà, en arrivant avec une proposition un peu orientée, il y a quand même plein de gens qui m'écrivent. Et là, je les rencontre et je veux dire, ce qui ressort de chaque pré-entretien, c'est il y en a marre, on parle toujours à notre place, c'est jamais nous qui sommes représentés, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que cette question de la parole se met à prendre vraiment toute la place. Et je me dis, effectivement, elles sont toutes prêtes à prendre, qui est quand même un risque. Parler dans un documentaire, c'est s'exposer publiquement, même si c'était pas censé sortir hors salle, mais même si ça allait sur YouTube, elles allaient être vues. Donc je me dis, pour elles, c'est plus important d'être représentée correctement que le risque de prendre la parole publiquement et de ce qui peut arriver derrière. Donc c'était vraiment important. Et donc c'est là aussi que la question de la parole prend toute la place, qui est qu'effectivement, il y a aussi beaucoup ce système en France de la parole de l'expert. Donc quand on appelle des racisés, des personnes queer, des personnes en situation de handicap, elles sont là pour parler de leur expérience. Et puis ensuite, on invite l'expert, qui est généralement un homme, si possible blanc, qui là va redire, mais avec des termes un peu plus scientifiques, ce que la personne concernée a dit. Moi, mon objectif, c'est de montrer que si tu poses les bonnes questions, et après, c'est sûr, c'est très monté. C'est pour ça aussi que c'est un film écrit et réalisé par Amandine Gay, parce qu'à la fin, c'est mon discours aussi. Je veux dire, c'est des entretiens qui durent entre 2h30 et 4h45, et vous voyez entre 30 secondes et 2 minutes 30 de chaque fille. Donc du coup, c'est très condensé, et ça reste aussi beaucoup mon avis sur les questions, en tout cas un dialogue entre moi et leur perspective. Mais quand même, c'est pas du tout la même chose que si je leur faisais raconter leur vie, que je mets les anecdotes où elles sont aussi le plus vulnérables. Parce que là, dans le fait de leur donner une parole politique, il y a quelque chose qui leur donne de la dignité et puis du pouvoir sur la narration. C'est pas juste des filles qui te racontent qu'elles ont vécu une discrimination à l'orientation scolaire. C'est des filles qui te racontent aussi en quoi c'est une discrimination. Pourquoi c'est une discrimination? Pourquoi c'est politique? Pourquoi c'est pas juste elles et leurs petits frères qu'on a essayé de mettre dans une filière professionnelle et technique? Et ça leur donne du pouvoir. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de montrer, et je veux dire, tu le fais avec des femmes noires, tu peux le faire avec des ouvriers aussi. La question, c'est vraiment ça, c'est est-ce qu'on considère que tout le monde peut avoir un regard politique sur son expérience, ou est-ce qu'on considère qu'il y a certaines personnes, elles sont juste là pour te raconter leur vie, et il y en a d'autres, elles sont là pour t'expliquer parce qu'elles ont le savoir. Donc ça, c'est sûr que c'est, on va dire, c'est un peu le cœur de ma démarche. Rokhaya, je pense que tu aurais pu être une des voix de ce documentaire. En tout cas, depuis plusieurs années, tu es une des voix et un des visages qu'on voit, malgré toutes les tentatives pour l'empêcher. Donc, à la télévision, aujourd'hui, tu es derrière la caméra. Voilà, je pense que moi, une des choses qui m'a beaucoup... touchée et vraiment parler dans le film, c'est de voir justement cette diversité de parcours, voilà, différents profils et donc cette richesse-là. Et puis parce que ça renvoyait à ce que je vis, ce que j'ai vécu. Et donc toi, en plus d'avoir cette visibilité-là depuis un certain nombre d'années, j'imagine que voilà, tu t'es aussi vue et tu t'exposes aussi aujourd'hui aux critiques, au regard, ce que disait Amandine sur le fait de s'exposer, mais en même temps d'avoir aussi une approche, on va dire, politique, pas partisane, etc. Mais le fait d'assumer d'être une de ces voix, un de ces visages qui est peut-être le plus exposé.
Alors, merci pour ta question. C'est vrai que, en fait, je crois que la première fois que j'ai fait une télévision, ça fait 10 ans, je pense qu'à peu près, un peu moins de 10 ans que j'ai commencé la télévision. La première émission que j'ai faite, ouais, je crois que c'était fin de 2008 et j'ai commencé à faire des chroniques en 2009, donc ça commence à faire longtemps. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, ma présence paraissait exceptionnelle et que 10 ans plus tard, j'ai pas l'impression que le paysage, en tout cas médiatique, ait été bousculé, notamment parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes noirs à la télévision, mais il y en a très peu qui sont éditorialistes. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui présentent les informations, qui font des reportages, mais sous couvert d'objectivité. Mais en fait, il y a très peu de journalistes noirs, non blancs, donc arabes, asiatiques, etc., qui viennent en fait analyser l'actualité. Et ça, c'est quand même un autre statut, parce que les gens qui analysent l'actualité, c'est Alain Duhamel, c'est ce statut-là en fait. Et effectivement, de se rendre compte qu'on est autorisé en fait à être des visages qui disparaissent d'une certaine manière devant l'autorité de l'information, mais qu'on n'est pas encore autorisé à exprimer un avis et en tout cas à porter le sceau de l'expertise, ça montre quand même qu'il y a une évolution qui se fait très très lentement. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le film d'Amandine, c'est qu'en fait, on a toujours le sentiment que l'expert, ce fameux expert blanc qui va nous expliquer le racisme, les discriminations, les différents systèmes de domination, vient toujours en fait serti de l'image de l'objectivité, et que les personnes qui sont concernées par ces différentes oppressions en fait viennent avec un vécu qui emprunterait en fait leurs propos de subjectivité. Or, les blancs comme les non blancs sont partie prenante du phénomène racial et personne n'est objectif puisque tout le monde a une position qui, d'une certaine manière, teinte le regard qu'elle ou qu'il a sur la question. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu présent. Et pour ce qui me concerne, ce que je constate aujourd'hui, c'est que oui, c'est pas évident en fait d'être une des rares personnes non blanches à intervenir dans le commentaire de l'actualité, parce que à la fois on a vraiment des processus de délégitimation qui sont très importants, alors qu'ils sont mélangés au fait que je sois une femme perçue comme jeune, et en plus noire. Donc le fait de participer à un débat, même en fait, je me rends bien compte que d'être autour d'une table avec 5 hommes blancs en cravate, et moi j'arrive, je suis en vert, en rose, avec du wax, etc. Déjà, en fait, même si je dis rien, c'est déjà une subversion. C'est-à-dire que dans l'organisation de la table ronde, ma présence physique, mais même si je disais n'importe quoi, ou que je chantais, ou enfin peu importe, ma présence est déjà désorganise déjà le ton feutré que devrait avoir le débat. Et en fait, quand je prends la parole, le fait de la prendre en souvent ayant une position d'opposition, en tant que femme, c'est déjà aussi une contradiction avec la position que je devrais avoir, parce que généralement, on attend des femmes qu'elles cherchent en tout cas à ne pas déplaire aux personnes qui sont présentes autour de la table. Donc le fait de dire non, je ne suis pas d'accord avec vous, quelle que soit la suite, c'est déjà une agression. En tout cas, c'est vécu comme une agression par beaucoup des personnes qui sont présentes autour de la table. Et en plus d'être noir, c'est vraiment, ça veut dire qu'on doit déployer des efforts pour d'une certaine manière, être considéré comme étant légitime, comme n'étant pas la personne que Bernard Kouchner va tutoyer. Je pense à Yacine Bellatar, on lui dit « ça suffit mon petit gars ». Et c'est ce qui est hallucinant, parce que Yacine Bellatar, il a quand même 35 ans, il est père de famille, quoi. Et cette espèce d'idée qu'on ne grandit jamais quand on est issu d'un quartier populaire, quand on est noir, quand on est arabe, on est toujours le petit gars du grand monsieur blanc qui va nous expliquer la vie. C'est une position qui est compliquée. Et moi, c'est vrai que ça fait 10 ans, donc en 10 ans, j'ai quand même pris de l'âge, mais j'ai toujours l'impression d'être la petite jeune qui débarque et qui est sympathique, mais bon, on va laisser parler les grands. Et donc ça, c'est une question importante. Et moi, ce que je trouve aussi problématique, c'est que d'une certaine manière, je comprends que pour les personnes qui sont non blanches, il y a ma présence a un sens, c'est-à-dire qu'elle a un sens, et je comprends que je puisse concentrer une certaine attention, et vraiment j'apprécie beaucoup les retours que je peux avoir dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc. Mais en même temps, c'est une forme de pression pour moi, parce que j'ai l'impression que toutes les erreurs que je peux faire vont être imputées en fait à d'autres. D'une certaine manière, j'ai une espèce de responsabilité énorme, parce que si Rokhaya Diallo fait un truc, c'est les Noirs, etc., les musulmans, etc., les islamistes, pour les gens qui m'aiment pas. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce que je pense que c'est important que la parole soit plurielle et qu'elle puisse être portée. La responsabilité en fait de l'erreur, parce qu'on est tous humains et on est tous susceptibles de faire des erreurs, puisse être partagée. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez des propos? Je vous laisse la parole. On peut faire tourner le micro. On a du temps pour avoir un échange. Ça peut être des interventions au débat là, qui s'est enclenché, ou des questions à l'une ou l'autre.
Bonsoir, je vais plutôt partir sur une question pour vous, Madame la députée. Moi, tout simplement, j'aurais envie de savoir comment vous avez découvert le film, à quel moment, est-ce que vous l'aviez vu ou est-ce que c'était votre première diffusion ce soir? Je suppose que non, mais allez-y. Oui, on peut en prendre plusieurs, comme ça. Bonsoir et encore merci. Et moi, j'avais juste une question parmi le milliard de questions qui me taraudent. J'aimerais savoir, est-ce que les parlementaires l'ont vu, ce film, ici? D'abord, bravo pour ce film, cette écriture, ces gros plans sur ces visages, cette proximité qu'on a avec ces femmes, cette diversité de paroles. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Je coche presque toutes les cases de l'homme blanc de plus de 50 ans. Je dis presque parce que je suis homosexuel, donc ça m'épargne au moins un des travers. Voilà. Ce qui légitime ma prise de parole là maintenant. Juste, je voulais dire, l'impression que j'ai, moi, de là où je suis, c'est qu'en réalité, la société française, elle est beaucoup plus prête à recevoir ça, à s'émanciper, à s'élever à travers ces témoignages, que ce que les médias peuvent nous laisser penser, quoi. Et je voudrais comprendre pourquoi cette loupe déformante, pourquoi quand ce groupuscule du printemps républicain lève un tir de barrage contre Madame Obono, contre Madame Diallo, immédiatement la presse s'en empare et on a un buzz pendant 15 jours qui peut aller jusqu'à vous disqualifier pour siéger dans un comité national. Pourquoi les médias jouent ce rôle-là alors que fondamentalement la société, je crois, ça va, elle a déjà affranchi plein d'avancées, elle est prête à en franchir beaucoup d'autres, quoi. Quelle est votre analyse? Merci. Bonsoir et déjà merci pour le film, ça a été une claque énorme et félicitations pour le succès. Moi j'avais une question pour Amandine du coup. C'est quelque chose qui m'a étonnée dans les témoignages, c'est ce discours qu'il y a sur les États-Unis et cette vision que beaucoup de ces femmes ont des États-Unis comme étant, comme se sentant un peu peut-être mieux représentées aux États-Unis, ce qui ne m'étonne pas, mais que je trouve assez étonnante quand on voit comment ce pays et comment les médias et l'opinion publique nous renvoient les États-Unis comme étant un pays extrêmement raciste, extrêmement violent à l'égard des personnes noires. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et si ça n'a vraiment à voir qu'avec la représentation ou si c'est vraiment une vision comme quoi les États-Unis seraient mieux que la France à ce niveau-là. Merci. Alors, pour la question des États-Unis, moi, ce que je dirais, c'est que déjà, il y a un truc générationnel. Donc, dans le film, il y a 24 personnes. Celles pour qui il y a une vision la plus idéalisée, je dirais, des États-Unis sont quand même généralement les plus âgées. Pour qui il y a aussi un vrai rapport qui est différent. Moi, je dirais que je suis un peu sur la fin de la vague hip-hop, etc. Il y a quand même eu une génération pour qui les États-Unis, ça a été déjà de ce que ça nous a apporté, c'est-à-dire les Noirs dans l'espace public, etc. Tu as grandi dans les années 80-90. S'il n'y avait pas le hip-hop, il n'y avait pas grand-chose. Et s'il n'y avait pas d'Américains ou d'Afro-Américains, il n'y avait pas de Noirs à la télé. Donc, je pense que ça, c'est très en termes de à quel point ça a pu marquer certaines personnes. Ensuite, ça dépend de ce dont on parle. Oui, la violence raciste aux États-Unis et le racisme d'État et tout ce que tu veux sont très puissants. Mais à l'inverse, les postures dans lesquelles sont les Américains et les Afro-Américains ne sont pas les mêmes qu'en France. Et c'est pas juste une question de représentation, c'est une question de pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir politique, etc. est bien mieux réparti chez les Afro-Américains qu'il n'est pas chez les Afro-descendants français, qui pourraient être complètement comparables, puisque nous, on est là, on a une présence, alors qui est peut-être pas sur le territoire métropolitain, mais en tout cas, la présence des Afro-descendants noirs dans l'histoire de France, elle est très très ancienne, contre notre gré, certes, pour celles et ceux qui viennent de l'histoire de l'esclavage, mais en tout cas, elle est très ancienne. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas prof d'université? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore moins doyen, doyenne d'université? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en médecine? Parce que là, c'est le désert. Ne parlons pas de la psychiatrie. Le droit, il y a un nombre de champs dans lesquels
sont pas les Noirs et aussi l'Assemblée nationale, mais bon, ça, je laisserai Daniel répondre à cette question par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est absent de pans entiers de la société française, alors qu'on est là depuis très longtemps. Donc la question, si on se base du point de vue, et là en plus, par exemple, Rachel qui en parle dans le film, c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un programme que tu as suivi toi aussi, Rokhaya. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le programme des Nations Unies qui permet à des jeunes en France d'aller visiter les États-Unis, les institutions, etc. Voilà, c'est très particulier. Quand on n'a jamais vu ça de sa vie, alors moi je l'ai vu en Australie, en Angleterre, c'est incroyable. Ou même, effectivement, j'étais une fois à Washington DC, tu te promènes à DC, tu vois des mecs en costard, soit des lobbyistes. Je veux dire, c'est House of Cards. Tu vois, le mec noir lobbyiste pour le gros truc de pétrole, ça existe aux États-Unis, ça n'existe pas ici. Les noirs arabes asiatiques que tu vois en train de marcher dans le quartier, là, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu les vois tôt le matin, ils viennent faire le ménage. Donc du coup, c'est pas juste une question de on aime bien voir les Noirs à la télé, Wakanda, etc. C'est même dans non, mais c'est vrai, parce qu'après il y a ça qui effectivement a une puissance qui est, voilà, nous on a posé tout à l'heure, on a fait des photos en faisant Wakanda, etc. Donc voilà, on est les premières à aimer ça. Mais il y a vraiment la question institutionnelle qui est très très différente et qui est pour moi à séparer, en tout cas qui explique aussi cette représentation qu'on peut avoir des États-Unis comme un endroit où, par exemple, tu es une personne noire qui a fait des études et tu veux faire une carrière, tu as peut-être bien plus de chances quand même que ça arrive aux États-Unis que ça n'arrive pas en France. Même si après, par ailleurs, effectivement, tu as aussi beaucoup plus de chances de te faire tuer dans la rue par la police. Mais c'est deux choses différentes. Et après, voilà, en tout cas, je pense pas qu'il y ait un endroit où c'est mieux ou moins bien, d'autant qu'en plus, c'est toujours le rapport à ton pays. Moi, ce que je dis, maintenant, je vis à mi-temps au Canada. Moi, tu me dis au Québec, t'es pas québécois, je m'en fous, je le prends pas personnellement. En France, tu me dis t'es pas française, ça m'énerve, parce que je suis née ici. Donc il y a ça aussi, il y a la question de, t'as toujours le sentiment que c'est moins grave. En tout cas, tu vas être moins touché aussi par les agressions que tu vis dans un autre pays, parce que c'est pas chez toi, donc tu le prends pas mal personnellement. Rokhaya, juste, je me permets, puisque tu connais bien les États-Unis, tu as travaillé, tu as fait des documentaires sur le sujet, peut-être que tu peux rajouter... C'est super intéressant la question sur les États-Unis. Bon, déjà, je pense qu'il faut vraiment établir une vérité de base, c'est que les États-Unis sont un pays plus violent que la France, point. C'est-à-dire que quelle que soit sa couleur de peau, on a plus de risques de se faire tuer par balle aux États-Unis qu'en France. Et ça, c'est... voilà, il y a plein de gens qui meurent par balle. Même en France, lorsque des gens non blancs se font tuer par la police, ils ne reçoivent pas 20 balles. C'est-à-dire que généralement, les gens sont asphyxiés parce qu'il y a 8 policiers sur leur dos, etc. Alors c'est horrible, c'est terrible, mais c'est pas le même degré de violence et le rapport aux armes est très, très différent. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête quand on pense aux États-Unis. Moi, j'ai eu l'occasion effectivement de faire un programme, je vais vous raconter une anecdote sur ça, mais je trouve ça intéressant, qui s'appelle International Visitor Leadership. Donc c'est un programme qui est né au début des années 40, où en fait les Américains ont décidé d'identifier dans le monde les personnes qui étaient des jeunes leaders, donc des personnes dont ils estimaient qu'ils avaient du potentiel, et dont ils pensaient qu'elles seraient des personnes qui seraient leaders, qui auraient une place de leadership dans leur pays. Donc l'idée, c'est vraiment les identifier, de les faire venir aux États-Unis, d'une certaine manière de créer des liens d'amitié pour qu'une fois qu'elles deviennent, peu importe, des personnes importantes dans leur pays, elles cultivent en fait ce lien-là. Et donc entre les années 40 et les années 2000, les gens qui partaient dans tous les pays, donc plein de gens ont fait ça, Thatcher, Hamid Karzai, etc., des gens qui sont devenus présidents de leur pays, dans plein de pays du monde, Tony Blair, etc. Et en France, les gens qui sont partis depuis le début du programme, c'était des gens qui étaient plutôt des gens blancs, issus de la bourgeoisie, intellectuelle, culturelle, légitime. Et en fait, à partir du milieu des années 2000, notamment après les révoltes des quartiers populaires qui ont démarré à Clichy-sous-Bois, les Américains ont commencé à s'interroger sur, en fait, tout simplement la diversité en France et sur peut-être l'idée qu'il faudrait aller chercher chez les gens qui ne sont pas blancs du leadership et essayer peut-être en tout cas d'identifier parmi ces gens-là qui pourraient compter à l'avenir. Et dès lors qu'en fait les États-Unis ont ouvert leur recrutement, on a commencé à lire des papiers dans la presse sur les États-Unis manipulent les banlieues. Et c'était incroyable, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce programme qui a existé où Nicolas Sarkozy est parti, Alain Juppé est parti, François Fillon est parti, un tas de personnes sont parties dans une espèce d'indifférence générale. Dès que ça a été des Mohamed, des Mouloud et des Fatima, tout d'un coup, c'était devenu les États-Unis veulent piller nos banlieues, nos élites, les manipuler pour les rendre dociles, etc., etc. Donc moi, je suis partie par ce programme, faisant partie de cet élargissement de l'identification des personnes issues notamment de quartiers populaires. Et c'est vrai que moi, souvent, on me dit que je suis une personne qui a été... moi, j'ai lu sur le blog de... Ouais, c'est ça. J'ai lu sur le blog quand même de Caroline Forest que les États-Unis m'avaient financé et envoyé en France pour importer le multiculturalisme américain contre la laïcité.
Et ça, elle l'a écrit, enfin vous pouvez le trouver sur son blog. C'est ça, hein. C'est que je me dis, mais moi je surveille mon compte tous les jours, j'attends mon argent, quoi. C'est-à-dire que ça fait quelques années, c'est pas très bien rémunéré leur histoire. Non, mais du coup, il y a des espèces de suspicions à mon égard qui n'existent absolument pas sur d'autres personnes, parce que évidemment, nous, voilà, noirs et arabes que nous sommes, on nous achète avec un pauvre billet d'avion et puis quelques grands hôtels en nous disant, regardez Washington, c'est magnifique. Donc voilà, il y a un peu quand même cette idée-là qu'on est des personnes qui, voilà, on peut pas en fait avoir une valeur en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on peut pas considérer que on est potentiel, que le gouvernement américain s'intéresse à nous en tant qu'individu. Forcément, il y a une idée qui serait l'idée de déstabiliser la France. Et donc j'ai fait ce voyage, et c'est vrai que grâce à ce voyage, je me suis intéressée aux États-Unis. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a l'idée de nous séduire, mais on va quand même voir des associations qui sont contre le gouvernement. Ils ne sont pas complètement débiles. Donc, on va aussi voir des gens qui sont détracteurs du gouvernement et qui ont un discours extrêmement critique. Et donc, pour en revenir aux États-Unis, moi, ce que je crois, c'est que ce sont des pays, la France et les États-Unis, qui sont également racistes, qui ont des histoires assez similaires, mais que le racisme ne s'exprime pas au même endroit, au même niveau. Je pense qu'en fait, si on est noir et pauvre, et pas diplômé, il vaut mieux être en France, parce qu'on a un système social qui permet quand même de subsister, d'aller chez le médecin, d'avoir une bourse par exemple pour faire des études, etc., etc. Mais dès lors qu'on a un diplôme, j'ai l'impression quand même qu'aux États-Unis les ouvertures sont plus grandes. C'est-à-dire qu'ici le plafond de verre est vraiment, c'est un plafond, enfin c'est du béton armé, quoi. C'est pas du verre, parce que au verre au moins on voit ce qu'il y a au-dessus, mais là c'est c'est opaque, c'est l'opacité la plus totale. Et peut-être que je peux rebondir sur ça pour répondre à votre question par rapport à la difficulté en France. Moi, je crois qu'en France, en fait, ce sont les élites qui sont profondément racistes. Je crois vraiment que les personnes qui sont les moins ouvertes en France, ce sont les gens qui ont du pouvoir. Et la question qui se pose, c'est la question de la compétition. Parce qu'en réalité, dès lors que si les discriminations cessent et que tout le monde est jugé à l'aune de sa valeur, de ses compétences, etc., ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et qui sont en position de pouvoir de manière totalement illégitime du fait des discriminations des autres, qui vont quand même devoir, à un moment donné, questionner leur position dominante. Et je pense que vraiment le problème en France, c'est celui-là, c'est qu'on a des gens qui sont fondamentalement incompétents, qui passent leur temps, non mais vraiment, à disserter sur les plateaux de télévision, sur les bancs d'Assemblée nationale. Je pense que, je vais pas te mettre en difficulté, mais je pense que tu en as croisé quelques-uns et qui sont là, qui ont des espèces de postes, qui sont parfois des espèces de trucs qu'ils ont hérités de leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, etc., et qui sont là et qui voient évidemment d'un très mauvais œil le fait que des personnes compétentes puissent venir et effectivement démontrer le fait qu'ils ne sont pas bons. Moi, c'est vrai que j'ai été, même en tant que journaliste, moi, j'ai été sur une émission d'ailleurs que je faisais pour la chaîne parlementaire. À un moment donné, j'ai fait une émission qui s'est très très bien passée. Et un jour, on m'a dit on a décidé de recruter une journaliste pour travailler avec toi. Voilà, c'est une spécialiste de la diversité. Alors, évidemment, vous imaginez bien, la spécialiste de la diversité est blanche. Et cette spécialiste de la diversité, en fait, est une spécialiste du hip-hop. Alors que je présentais une émission politique. Et voilà. Et pour vous dire qu'en fait, il y avait quand même dans la boîte de production la difficulté d'imaginer que je puisse avoir, moi, la maîtrise d'un sujet qu'il ne connaissait pas. Et ça a été très conflictuel avec cette journaliste-là, parce que c'est une journaliste qui, pendant 20 ans, a surfé sur le hip-hop en disant, voilà, moi, je vais dans les banlieues, je vais dans les quartiers, mon mec est noir, etc., etc. Et donc, avait une espèce de compétence, en tout cas, qui pouvait valoriser quelque chose. Bah ouais, ton mec est noir, moi, je suis noire, en fait. Donc... franchement, je gagne. Si on veut jouer à qui est plus légitime. Non, mais... Donc, du coup, il y a ce truc-là dans les élites. Il y a un rejet par rapport au fait qu'on se serre les coudes et parce qu'on ne veut pas, en fait, partager le pouvoir. Et c'est vraiment la question du partage du pouvoir et aussi de la remise en question de la suprématie blanche. Je pense que c'est un sujet aussi, quoi. Oui. Et moi, je dirais justement ce que vous avez dit par rapport au cinéma. Moi, c'était mon argument depuis des années. Mais si tu ne peux pas le prouver, moi, je disais, en fait, le public est prêt. Les gens vont chercher leur contenu tout seuls. Pourquoi est-ce que Netflix, ça marche? Pourquoi est-ce que tout le monde va regarder, tout le monde en tout cas, chez les plus jeunes, va regarder les séries américaines, anglaises, etc. Parce que les gens ont envie de voir un cinéma et puis de la télévision qui leur ressemble. Donc, quand on regarde les pratiques du public, ils vont chercher des programmes qui les intéressent, dans lesquels on est des choses qui nous ressemblent. Donc, est-ce que les Noirs sont imperméables au cinéma d'art et essai parce qu'en fait, ils ont un gène qui leur empêche de comprendre les films d'auteur? C'est un peu ça la question. Ou est-ce qu'ils ne vont pas dans les cinémas d'art et essai parce qu'il n'y a rien qui leur ressemble? Et qu'en fait, si on faisait en sorte d'avoir un cinéma indépendant, et encore une fois, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'idée du CNC, du fonctionnement de la taxe sur l'audiovisuel, on prend l'argent des blockbusters pour faire exister un cinéma d'auteur, parce que pourquoi est-ce qu'on devrait forcément contingenter le cinéma d'auteur aux entrées en salle? Mais à l'inverse,
il faut quand même avoir un petit peu le public dans la tête. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait un truc qui a fait 30 entrées que c'est un chef-d'œuvre. Peut-être ça a fait 30 entrées parce que c'est nul en fait. Et donc ça, je pense qu'effectivement, ça rejoint ce que dit Rokhaya, c'est qu'il y a cette question aussi d'un principe de réalité. Il faut aller un peu se confronter au public, il faut voir ce qu'on a fait. Et peut-être que si les gens viennent pas, c'est pas parce qu'on est super avant-gardiste, c'est parce qu'en fait, on a complètement perdu pied. Il faut pas oublier que des films comme À bout de souffle, etc., la nouvelle vague, ça amenait des gens en salle. C'était pas juste des formes qui étaient comme ça, nouvelles, etc. Ça intéressait les gens. C'était nouveau, c'était la caméra qui bouge, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre genre de cinéma. C'est un cinéma qui est venu questionner les cinémas des studios avec les gros éclairages, etc. etc. Ben, qu'est-ce qu'on propose nous aujourd'hui? Parce que les gens vont au cinéma, ils vont juste pas voir les films d'art et essai. Si le cinéma français devait tenir avec l'art et essai, il se passerait pas grand-chose. Heureusement qu'il y a Black Panther. Mais du coup, la question, c'est aussi ça. C'est est-ce que c'est normal qu'on ait un cinéma commercial porteurs. Et donc, en fait, que les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les personnes en situation de handicap vont voir, parce que je peux vous dire que si vous allez dans les Gaumont-Pâté, là, vous la voyez, la diversité. Donc, pourquoi est-ce que nous, on paierait un cinéma? Moi, c'est mon argument. Pourquoi est-ce que moi, je paierais pour après qu'il y ait des films d'auteur dans lesquels on n'est pas, nous? Ou qu'on n'ait jamais les financements institutionnels pour faire nos films d'auteur. Et encore une fois, c'était aussi le pari de ce film-là. Si je fais un film avec des femmes noires et que vous ne vous y reconnaissez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de voir votre humanité dans des personnes qui ne vous ressemblent pas. Heureusement que les minoritaires sont capables de le faire, ce travail. Parce que sinon, nous, on n'aimerait pas le cinéma, parce qu'on ne se voit pas souvent. Hein, je veux dire, moi, j'ai dû quand même attendre 33 ans pour voir Black Panther. Et c'est moi vous dire que c'est pas là qu'est né mon amour du cinéma. Donc la question, c'est vraiment ça. C'est arriver à changer, effectivement, la mentalité des élites et puis de groupes qui vivent, eux, par contre, dans une très grande homogénéité. Et ça, je pense que c'est une autre chose qu'on oublie aussi, c'est que la non-mixité des privilégiés est réelle en France. C'est un pays qui est extrêmement non-mixte, c'est juste qu'on ne se pose pas la question quand c'est la non-mixité des puissants. Exactement. Et pour rebondir et puis répondre aussi aux questions, je pense qu'il y a aussi le fait de dire... parce que en vrai, on voyait en fait des Noirs... ou des Arabes, mais dans les situations subalternes, ou alors c'est l'ami sympathique, mais qui n'est pas le super, le héros ou l'héroïne, celui qui meurt à la fin, etc. Et je pense que ce que les gens, enfin ce que nous on va chercher, c'est à la fois de se voir, mais de se voir avec des personnages bien écrits, avec de la qualité, de la diversité, pas au sens juste on met les couleurs, mais on a voilà, de la complexité. Et je pense que c'est vrai pour ton film aussi, qui est intéressant, où on se voit, où on voit des femmes, des jeunes femmes, des divers sensibilités, mais où c'est aussi bien fait. Enfin, moi, j'ai aussi cet aspect-là esthétique, cinématographique que j'ai apprécié. Alors, y compris, ça fait débat, pourquoi est-ce que des plans fixes, etc. Mais il y a aussi la forme, quoi. C'est pas juste se voir pour se voir. Et je pense que ça, c'est important. Et ça rejoint ce que tu dis, d'avoir des compétences, de la créativité. C'est un peu pareil sur Black Panther. C'est pas juste de se voir et voir plein de noirs. C'est que c'est des gens talentueux, c'est bien fait, etc. Et donc, voilà, cette exigence-là. Et je suis d'accord sur le fait que c'est des privilèges, quoi, des positions de privilèges et de pouvoir. Et puis aussi un système qui fait système, qui va de l'école maternelle à l'Assemblée nationale, où l'enjeu, pour celles et ceux qui ont le pouvoir, parce qu'il y en a quelques-unes, même si il y a aussi les positions de genre et de domination de genre qui se rajoutent aussi, c'est de maintenir voilà, cette domination-là. Et donc, effectivement, on n'est jamais moins... jamais autant homogène et non mixte de toutes les manières possibles que dans les positions de pouvoir. Et ça, voilà, moi je le vois. Alors, depuis les dernières élections, il y a eu, on va dire, un renouvellement qui est réel, pour le coup, avec notamment plus de femmes. Un petit peu plus, mais pas non plus quand on enlève de fait les députés des départements d'outre-mer, qu'on dit ultramarins, etc. Voilà, c'est quand même très modeste, quoi. Sur Paris, on est deux, Georges-Paul Langevin et moi, et puis voilà, il y en a quelques-unes. Via, oui, aussi.
crois. Voilà. Oui, c'est vrai, pour le coup. Mais donc ça, c'est vrai, ça, c'est réel et ça fait partie en termes générationnels. Mais quand on regarde, y compris un peu plus attentivement sur, du coup, les positions de pouvoir, en termes de qui va avoir telle commission, qui est président ou présidente de commission, qui est président de l'Assemblée nationale, voilà, là, on se retrouve à nouveau dans des positions de pouvoir qui ne cèdent pas, qui ne s'ouvrent pas. Donc, on a effectivement de façade, ce qui n'est pas rien déjà. Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, mais voilà, qui est à la questure, c'est-à-dire le trio qui gère le demi-million de l'Assemblée nationale. Voilà, il y a 2 mecs, une meuf, voilà, et c'est que des blancs. Donc voilà, ça se produit et reproduit aussi et d'abord peut-être même dans les positions de pouvoir. Et pour répondre à la question, moi, comment j'ai découvert le film, c'est via les réseaux sociaux en fait. Je ne sais pas par quel biais, j'avais vu passer ce que tu avais lancé comme réunion. Je crois que c'était la période où tu organisais des réunions pour tester le film. Enfin, je ne sais plus à quel moment, mais voilà, j'ai vu passer ça sur Internet et puis j'avais gardé ça derrière la tête. Et quand une fois que ça a commencé, où tu avais réussi à sortir le film, voilà, je me dis ah ouais, ça y est, c'est bon, c'est gagné. Donc j'ai suivi ça et puis c'est vrai que dès que c'est sorti, j'ai essayé de trouver l'occasion pour aller le voir. Et voilà, donc un peu, je pense, comme beaucoup. Et je pense que ça, c'est un autre élément intéressant parce que tu as trouvé aussi les témoignages via Internet, il me semble ce que tu disais, et que c'est vrai que c'est un biais aussi, en tout cas moi, sur ces problématiques-là, y compris en termes politiques. Et j'ai vraiment... Internet, les réseaux sociaux, Tumblr en particulier, ça a vraiment été un outil d'ouverture et voilà, de découverte de plein de choses, alors que je connaissais, j'ai lu comme beaucoup plein de choses sur le sujet, les auteurs classiques de référence. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a été un outil d'apprentissage et puis aussi de se dire, voilà, y compris, il y a le côté des États-Unis à la Grande-Bretagne en passant par la France, d'entendre et de voir des choses qui me parlaient à moi. Ça a été vraiment une expérience vraiment très, très forte. Et donc je pense que c'est un facteur sur je pense que vous pourrez aussi rajouter là-dessus, mais les réseaux sociaux, Twitter, Tumblr, ça a été beaucoup dit, mais c'est vraiment un outil super utile. Et pour finir, est-ce que les députés ont vu le film? Non, je crois que c'est la première fois qu'il est projeté à l'Assemblée nationale. Alors ça a été un peu compliqué pour ouvrir parce que on avait au début contingenté parce qu'on pensait que ça attirait peut-être pas beaucoup de monde, et puis comme on a eu plein de gens qui se sont inscrits, très vite les places ont été prises, et puis là du coup il y a des gens qui sont inscrits, enfin c'était un peu le bordel. Du coup on n'avait pas en fait ouvert plus largement aux députés puisqu'il y en a 577, mais on leur enverra dès que le DVD sort au 577 une copie avec un petit mot pour les inciter à le voir. Et du coup, voilà. Et du coup, je pense que ça fait partie de ce que je disais au début, de ce que nous, quand je dis nous, je parle de moi, de l'équipe avec qui on travaille. Je vous en ai parlé, ils sont autour. On veut faire quoi, justement, c'est de faire résonner à l'Assemblée nationale toutes ces voix. Et donc on se dit, c'est pour une première année parlementaire, c'était déjà pas mal. On commence sur les chapeaux de roue et j'espère bien que vos prochains projets, on réussira à les projeter aussi ici. En tout cas, vous êtes invités pour les prochaines. Donc voilà, ça se travaille. On travaille à construire aussi ici, et y compris ici et surtout ici aussi, une forme de rapport de force, mais voilà, au moins commencer à faire résonner un peu partout ces paroles et ces voix. Et voilà. Alors, il y a quelques questions encore dans la salle. Il y en a une ici, je vais oser. En fait, je suis venu je travaille avec Danielle. Elle m'apprend beaucoup de choses depuis un an que je travaille. 3 mois aller voir Black Panther.
parce que j'aime bien que les salles soient vides. Et non, moi, il y a quelque chose, en fait. Bon, j'allais dire que je suis d'origine algérienne, puisque j'ai même intégré ça, mais en fait, non, je suis né en Algérie, donc franco-algérien, nationalité algérienne, mais on dit que je suis d'origine ici. Et en fait, c'est cette phrase d'où tu viens. Et j'ai envie de dire, c'était peut-être ce qui fédère un peu, et comment un rebeu, en gros, il peut se retrouver dans ce film, même qu'à moitié, parce que je suis un homme, donc il y a toute une partie, tout un pan de la lutte que je perçois. Mais je pense que je vais m'arrêter au terme percevoir, quoi, parce qu'il y a des choses que je peux difficilement comprendre, en tout cas au fond du truc. C'est cette phrase d'où tu viens, et cette idée qu'on est toujours face à quelqu'un en face qui nous demande d'où on vient. D'où on vient, parce que c'est une obsession, et c'est cette idée que, bon voilà, je suis attaché parlementaire, c'est un peu dit dans le film, c'est le beau parcours, à la fin. Et l'idée que je viens absolument du fin fond de la banlieue. Moi, mes parents sont des cadres qui ont immigré pour des raisons politiques en Algérie. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'archétype. Et en fait, je pense que c'est surtout ça. Ce film, c'est sortir de ces cases-là. Et en fait, il y a des communautés, mais il y a aussi surtout des individualités de parcours. Et je trouve que c'est ça qui est fort. Au premier abord, je venais, en fait, et dans ma tête, je venais voir un film communautaire, intéressant, une vision de femmes noires qui vont m'expliquer ce qu'est une femme noire, ou en tout cas plusieurs parcours de femmes noires en France. Et au final, c'est un film assez universel, dans le sens... Non, mais je veux pas faire l'universaliste de service. Hein. Il faut toujours qu'il y en ait un dans une salle en France. On est à l'Assemblée nationale quand même. Mais il y a quand même cette idée que c'est devenu un gros mot, en fait, communauté, communautaire, ensemble, etc. Et ce film montre que tout le monde peut trouver, en fait, quelque chose là-dedans, que ce soit le dominant, le dominé, dans quel... Il n'y a pas de camp à choisir, il y a un humain qui regarde un film, qui regarde des trajectoires. Et voilà, en fait, il n'y avait pas de question. C'était vraiment appuyé sur cette histoire qu'un film communautaire est universel, parce qu'en fait, c'est des histoires, des trajectoires uniques d'humains. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on peut réconcilier des gens qui combattent contre des inégalités, contre des injustices, même s'ils ne mettent pas les mêmes mots dedans, et tout ça. Mais par contre, laisser les moyens d'action aux opprimés, ça, c'est quelque chose qui chemine dans ma tête depuis une dizaine d'années, maintenant que je milite, et ce film a une bonne marche, quoi, sur ce chemin-là, en tout cas. Merci. Bonsoir Amandine, bonsoir Daniel, bonsoir Rokhaya. En fait, le documentaire, je l'ai déjà vu. J'ai beaucoup squatté la salle du MK de Beaubourg avec... Je suis allée le voir au moins 3 ou 4 fois. Et Amandine le sait, on s'est rencontrés il y a quelques mois à mon boulot pour la traduction. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, le documentaire, je l'ai vu et revu, mais voilà, c'était pour le symbole de venir le voir. Comment ? Est-ce que l'affiche est dans ton bureau ? L'affiche est dans mon bureau. L'affiche est dans mon bureau. Et voilà, je suis venue le revoir une 6e fois. Mais là, c'est à l'Assemblée nationale parce que je me dis, voilà, il y a un côté symbolique. D'ailleurs, je me suis perdue là sur le quai d'Orsay avec une dame parce qu'on cherchait et je me suis dit, Laura, tu es française, c'est ta ville et tu ne connais pas ta ville. Et là, tu vas dans un endroit qui est aussi le symbole de ta nationalité et de ton pays. Et tu vas aller voir un film qui va parler de femmes et qui va parler de toi aussi. Donc voilà, merci. Merci pour le documentaire qui est juste génial. Daniel Obono. Voilà. Rokhaya Diallo, j'ai prévenu mon Wakanda Crew tout à l'heure sur Twitter. Ils étaient là, les queens. J'ai fait oui. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous encourager pour tout ce que vous faites. Déjà, le documentaire, votre travail politique, votre travail aussi journalistico, politico, tout ce que vous faites. Voilà, c'était juste pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, malgré les critiques, malgré les printemps républicains, malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Vous êtes sur la bonne voie et voilà, c'était pour vous encourager et aussi pour cette initiative de passer ce documentaire ici à l'Assemblée nationale. Merci. Et aussi, juste une dernière chose, merci pour le côté inspirationnel parce que tout à l'heure, je me lavais les mains aux toilettes et je me suis dit, cette femme a fait son documentaire, elle n'avait pas une thune et maintenant, son documentaire passe à l'Assemblée nationale. On peut y arriver. Voilà. Donc, c'était pour vous remercier pour ça. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Donc, pour rester sur le même thème, merci beaucoup.
Merci pour le documentaire, pour l'invitation. On a été invités en tant que membre de l'association Science Girls, donc ça nous a fait beaucoup plaisir. Donc j'ai 2 questions en fait. Donc la première, c'est sur le fait que bon voilà, on avait déjà vu le film. Moi je l'avais déjà vu voilà avec mes sœurs. On en a parlé 6 heures. Enfin bon voilà, parce qu'on s'est reconnus bien sûr. Et parce que voilà, ça parlait de différentes générations, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce film, il est très riche. Mais moi, j'aimerais que vous nous parliez plus des réactions des gens qui ne se sont pas reconnus. Est-ce que vous avez rencontré vraiment des gens qui découvraient quelque chose, ou alors dont le film, qui avaient l'impression que le film leur échappait. Donc ça, c'est une question. Et ensuite, autre chose, c'est une situation qui nous est arrivée pendant qu'on organisait un événement. C'était un événement sur la perception du cheveu entre diaspora et continent. Donc il y avait Hamzat Boukari et Aline Tassit. Et il y a une jeune femme qui est intervenue pour dire alors oui, donc on a parlé beaucoup de la place, de la coiffure dans les mouvements politiques militants. Et il y a une jeune femme qui est intervenue pour dire oui, certains jours je suis en tresse et certains jours non. Mais la perception des gens dépend de moi. Et comment est-ce que je fais, puisque je porte tout le temps ce symbole politique sur moi? Comment est-ce que je fais en étant un objet politique tout le temps dans ma vie de tous les jours? Et en face, on a une réaction d'Aline Tassit qui lui disait oui, c'est ta vie, c'est important. Et j'aimerais bien avoir vos réactions par rapport à ça. Beaucoup de questions. Ouais. Peut-être s'il y en a encore une autre et puis on fera. Encore une et vous répondez s'il y a quelqu'un? Non? Vous n'êtes pas obligé? Si. Dans l'ordre. Vous débrouillez, je le pose là et vous... Bonjour. Merci beaucoup. Moi aussi, je me suis beaucoup reconnue dans le film, même si je ne suis pas du tout noire. Et sauf peut-être un seul point, mais je pense qu'il se pose juste différemment pour les gens des communautés asiatiques. J'avais une question par rapport au choix des contributrices. Elles m'apparaissent pour la plupart, si ce n'est pas militantes au sens propre du terme, elles sont très engagées. Donc, est-ce que vous avez eu d'autres personnes qui sont venues? En fait, je voudrais savoir si vous avez eu des gens qui se sont proposés, vous avez dit non, je ne vais pas du tout prendre de contribution de sa part, parce que, comme vous disiez, vous avez choisi, vous racontez une histoire, c'est une histoire, votre vision des choses. Est-ce qu'il y a des contributions que vous avez dit non, ça, je peux pas, c'est pas ma vision des choses et je ne veux pas que ce discours-là soit plus visible? Alors, moi, j'ai une deuxième petite question, du coup. Et c'est plutôt autour des réseaux sociaux et la place des mobilisations des afroféministes sur les réseaux sociaux dans la réussite du film et dans sa diffusion. Parce que je me souviens au moment où il y a eu le crowdfunding et toute la communication autour, il y avait vraiment une vraie sorte de cohésion d'équipe des mouvements afroféministes sur Twitter qui disaient « Oui, allez-y, allez voir ça ». Des comptes participatifs, des associations, etc. Et je voulais savoir quelle place vous accordiez à ces mouvements-là par rapport au film, quand on sait le travail des femmes noires dans les luttes en général, même sans parler des luttes féministes, etc., des luttes en général. Voilà, c'est tout. Merci. Et une dernière, peut-être après. Il va falloir qu'on arrête parce que... Oui, bonsoir. Moi, j'avais juste une question par rapport à la place du spectacle dans le film. Il y a beaucoup de contributrices qui sont comédiennes, danseuses, et aussi les scènes où elles disent des textes de théâtre. Je voulais savoir, c'était quoi l'idée derrière cette place du spectacle importante. Il y a une toute dernière. J'ai dit au fond, ouais, là. Ouais. Et puis après, on va répondre. Bonsoir à toutes, à tous aussi. Du coup, en fait, moi, c'était une question pour Amandine Gay. En fait, j'ai remarqué que dans le film, il y avait plutôt des contributrices soit françaises ou qui ont grandi ici, ou qui vivent ici depuis très longtemps. Donc, ma question, en fait, c'était de savoir si est-ce que pour vous, c'est une évidence que du coup, l'afroféminisme ne concerne que du coup, les femmes qui ont grandi forcément en France, ou peut-être même aux États-Unis, mais qui n'ont pas, qui ont eu un ancrage, en tout cas, à l'étranger, extérieur à l'Afrique ou du monde noir.
Ouais. Alors, je vais essayer de faire une réponse un peu groupée. Je vais commencer par la fin. La première chose, c'est que c'est un film sur l'expérience minoritaire en Europe francophone. Donc, c'est très localisé. L'objectif, c'est vraiment de parler de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'être une femme noire en Occident, mais en particulier en Europe francophone et dans 2 pays qui ont une histoire esclavagiste et ou coloniale. C'est vraiment ça l'angle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont communes. Et après, ça, c'est très, on va dire, séparé du fait que moi, je suis une militante afroféministe. C'est un documentaire qui est afroféministe parce qu'il est porté par moi, mais il ne s'agit pas tant de faire un truc de... C'est pas un outil de propagande, ou même encore moins un outil qui est là pour figer ce qu'est ou ce que n'est pas l'afroféminisme, que je ne m'amuserais même pas, moi, à essayer de définir. Parce qu'après, je veux dire, c'est comme tous les autres féminismes. Il y en a autant que de personnes qui le portent. Moi, je pense que les féministes du continent nous ont pas attendus, et que donc, ce que nous, on appelle afroféminisme, c'est une résurgence des féminismes noirs, on va dire, français, qu'on peut tracer au début des mouvements comme le Rassemblement féminin, c'est-à-dire les féminismes noirs de l'appel au vote pour les femmes, en particulier de la Caraïbe, de la Réunion. C'est là que commencent les mouvements militants, si on se place du point de vue français. Et moi, effectivement, c'est un film qui parle de mon expérience en France. Donc pour moi, c'est une expérience, c'est vraiment parler de la place minoritaire en France. Et donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas nées ici, qui sont arrivées plus tard, elles permettent plutôt de comprendre ce que ça veut dire d'être assigné à une certaine place en France. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on comprenne que celle qui est née au Sénégal, elle est sénégalaise, elle appartient éventuellement à son ethnie, son machin, son truc, elle devient noire en France. Celle qui est née en Haïti, elle devient noire en France, avec un certain nombre de choses qui sont apposées, qui ne sont pas son identité haïtienne ou qui ne sont pas son identité sénégalaise. Donc ensuite, voilà, le rapport à l'afroféminisme, il dépend des personnes. Et voilà, encore une fois, je pense qu'en fait, pour moi, la question ne se pose même pas. Les féminismes africains sont vraiment, encore une fois, bien antérieurs à ce qui a pu se passer, même d'ailleurs en Occident, ce qu'on oublie aussi souvent. En gros, les luttes pour les droits des femmes, ça existe depuis un petit moment. Après, les termes selon lesquels on se regroupe, ça c'est propre à l'histoire de chaque pays. Les Américaines, elles disent black feminist. Moi, je préfère dire que je suis une afroféministe que féministe noire, parce que je trouve que dans le contexte français, ça me fige un peu dans ce truc, alors qu'afroféministe, ça me permet, mais ça c'est ma lecture, ça me permet de me sentir proche de tous les afros, c'est-à-dire de la diaspora et du continent. Et que dans noir, par exemple, je trouve que sur le continent, les gens se définissent pas forcément comme ça. Ou même d'ailleurs, dans plein de pays de la Caraïbe non plus. Et donc du coup, je trouve qu'afro, c'est intéressant parce que c'est ce truc qui nous relie. Mais ça, c'est mon ressenti. Ensuite, pour la diversité des points de vue, il faut savoir que c'est plutôt que, comme j'arrive avec une proposition très forte, encore une fois, quand je dis je prépare un documentaire afroféministe, de fait, je me coupe déjà de toutes les personnes qui ne se retrouvent pas là-dedans ou que ce genre de discours n'intéresse pas quand elles tapent mon nom dans Google et qu'elles voient ce que j'ai écrit sur mon blog ou sur Slate. Donc déjà, c'est une première chose. Ensuite, on se rencontre et là, on passe dans tout questionnaire. Donc la première thématique, c'est le jour où j'ai découvert que je suis noire et ça se termine avec, à l'époque, ça s'appelait La France, on l'aime et on la quitte. Parce que moi, c'est un film que je fais au moment où je décide d'aller m'installer au Canada. Donc c'est quand même très orienté. Je veux dire, et après, c'est cliché de la femme exotique, deuxième thématique, troisième thématique. Je leur explique d'où ça vient de mon parcours personnel. Donc j'ai la première thématique, j'ai changé d'école en grande section de maternelle, on m'a dit je te donne pas la main, t'es noire, puis là j'attends de voir si elles ont une expérience similaire ou pas. Et on discute, et on avance comme ça dans les thématiques, et où je leur dis aussi ce que je veux dire dans la thématique. Je leur dis, moi ce qui m'intéresse, c'est de montrer que quand nous on est construit comme noirs, et que donc la race est une construction sociale, les blancs ne sont pas construits comme blancs, ou en tout cas que la norme c'est ce qui n'est pas questionné. Et donc je leur explique ça. Quand on est arrivé à la fin des 12 thématiques du film, il y a déjà aussi un certain nombre de personnes qui se disent YOLO, en fait non. Tu vois, est-ce que ça fait quand même 2h30, 3h qu'on parle et que tu as compris que je suis partie pour faire un truc un peu quand même, voilà. Et donc, quand à la fin, après ça, il y a le groupe de 24 qui se constitue et qui disent qu'elles veulent participer. Et là, je les fais venir à la maison et on organise des grosses soirées pour qu'elles se rencontrent, histoire que le concept du film, qui est une grande conversation entre femmes noires, ne soit pas juste un concept, mais qu'elle se soit déjà parlé avant qu'on fasse le film. Et après, on enregistre les entretiens et après, nous, on monte. Et c'est pour ça que j'ai dit au début un film écrit et réalisé par Amandine Gay. L'objectif, c'est de faire dialoguer mon point de vue. Parce qu'après, moi, je peux me filmer face caméra 2 heures et faire un truc idéologique sur ma vision du monde, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi, j'arrive avec un canevas très précis. Mais après, pour les filles qui acceptent d'embarquer dans cette narration, moi, je les laisse quand même perturber ma narration. Si à la fin, ça s'appelle « Tout n'est pas perdu », c'est parce qu'en fait, si moi je suis partie, en fait, on s'en fout que mon avis, c'est que je m'en vais. Si l'avis de la plupart des filles que je rencontre, c'est qu'elles restent et qu'elles se battent, alors je termine le film là-dessus. Donc là, c'est la part où il y a un dialogue entre nous, parce que effectivement, voilà, sinon, encore une fois, je fais un truc idéologique et je me filme toute seule, mais c'est pas intéressant. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose de très homogène, mais il faut pas oublier le montage. C'est un film. Et donc, encore une fois, quand on parle avec quelqu'un 2h30 et qu'on en garde 30 secondes, pour le monter avec les propos de plein d'autres personnes, ce qu'on entend surtout, effectivement, c'est ma voix.
Et donc ça, c'est sûr que c'est ce qui donne ce côté lisse. Mais déjà, vous parlez avec chacune des filles séparément, vous n'avez pas du tout le même type de discours. Même la façon de parler, c'est pas la même. Et ça aussi, ça donne un sentiment d'homogénéité sur leur parcours. Alors que dans le film, elles le disent. Il y en a dont on comprend très bien qu'elles ont eu difficilement un BTS, puis il y en a une autre qui est traductrice aux Nations Unies, etc. Mais c'est sûr qu'encore une fois, c'est un espace feutré. Un documentaire, on parle très longtemps, elles se livrent, etc. Donc ça vous donne aussi quelque chose comme ça de très homogène où elles ont toute une qualité de parole, puisque pour moi l'objectif c'est pas qu'on voit qui a fait moins d'études. Vous voyez, il y a aussi ça le truc, c'est qu'à la fin moi je veux que tout le monde apparaisse bien pareil parce que voilà c'est important. Ensuite là par ici je suis un peu perdue. Je me souviens qu'il y avait quelque chose sur Science Girls. Ah oui, les retours des gens. Alors après peut-être que les gens qui sont vraiment pas contents s'en vont et disent rien. Non mais c'est vrai parce que du coup finalement ou le gardent pour eux. Je pense aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est très confrontant la première fois. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui ont quitté la salle, parce que des fois, je reçois des messages en disant « j'ai compté, il y a 8 personnes sur Twitter, il y a 8 personnes qui ont quitté la salle et tout machin ». Ou un soir aussi, à une projection, elle dit « il y a 12 personnes qui sont sorties ». Je dis « ils ont le droit de sortir ». Donc, des fois, il y a des gens qui s'en vont. Je sais et ça dépend des séances aussi. Ça va être souvent, je pense aussi, c'est quand les gens ont été un peu comme trompés sur la marchandise, il est arrivé que le film soit programmé dans des trucs genre Nuit sur l'Afrique, etc. Et donc, du coup, je pense qu'un public qui serait un peu genre j'aime beaucoup l'Afrique et qui va voir ce film, ça peut leur faire bizarre. Voilà. Donc, je sais que c'est des soirs mais c'est souvent des soirées où moi je ne suis pas, du coup. Donc, du coup, voilà, ces conversations n'ont pas eu lieu. Moi, j'ai plutôt été, on va dire, surprise dans l'autre sens. C'est-à-dire que des endroits où j'appréhendais beaucoup. Par exemple, j'ai été à Saint-Jean-de-Luz et je me disais, Saint-Jean-de-Luz, il ne doit pas y avoir beaucoup de noirs. Je savais que la fille qui avait organisé la soirée était noire, etc. Mais je me disais, ça va être quoi l'ambiance? Et en fait, elle avait fait une super discussion où elle a parlé du rapport à comment elle avait grandi dans une famille guadeloupéenne où elle n'avait pas appris le créole, etc. Et de faire le parallèle avec la situation des Basques. Et les gens ont méga embarqué et c'était une super soirée, moyenne d'âge 65 ans. Et en fait, c'était super. C'était un super échange et en fait, donc voilà, je vais à Briouze, alors là, pareil, salle des fêtes avec. Mais ça aussi, tu vois, tu fais un truc projection en milieu rural avec un circuit itinérant, tout le monde vient quoi. Le maire est là, la salle des fêtes, elle est pleine à craquer parce qu'en fait, tu fais un événement culturel, les gens ils sont contents, ils viennent, ils respectent et tout. Tu vois, même si là pour le coup, c'était vraiment soirée avec des paysans et tout, et les gars ils sont à fond, ils restent tout le film, tu discutes à la fin et tout. Donc moi, ça m'a plutôt, je trouve que l'outil cinéma est assez hallucinant. Moi, j'ai eu des conversations que j'ai jamais eues de ma vie. J'ai eu les blancs à la fin qui disent ouais, c'est vrai qu'en fait, moi, je touche les cheveux, je me rends compte, ça se fait pas et tout. Alors que dans un contexte militant ou si tu le dis à quelqu'un tout de suite, il va se vexer. Les gens voient le film, ils se voient le faire dans le film, et ils peuvent même le dire en public. Tu vois, en comprenant. Donc moi, je suis très très surprise par l'outil cinéma. Je pense que c'est un vrai travail sur l'empathie. Moi, je me dis, ça fait des années voilà que je milite, que je fais plein de trucs, j'ai jamais réussi à toucher les gens comme avec le film. Voilà. Du coup, Rokhaya, peut-être sur l'autre partie de la question, sur le fait que on était un peu un symbole et c'était la vie était comme ça et qu'il fallait ah oui, ce que tu disais oui, de toute façon je pense que les processus de domination sont tels que lorsqu'on cadre en fait, on sort du cadre qui nous est assigné, on est déjà dans l'action politique, c'est-à-dire que soit involontaire ou non, on existe en dehors d'une place en fait qui était la place qui était prévue pour nous. Donc cette démarche là, même si elle n'est pas nécessairement pensée ou intellectualisée, elle devient politique d'une certaine manière. Donc alors après on n'est pas toujours avec la banderole etc, mais on bouscule de toutes les façons une organisation sociale et ça devient d'une certaine manière je pense pas qu'il faille le vivre nécessairement comme un fardeau, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça ait des conséquences et à ce que effectivement on puisse parfois devoir porter même de manière implicite un certain nombre de discours quoi. Et après je voulais rebondir sur la question que tu as soulevée sur tu viens d'où etc. C'est marrant parce qu'en fait Grace qui est là, donc Grace Lee qui est auteure et blogueuse, qui est aussi une amie. En fait, on a commencé à travailler sur un projet d'émission qui est un projet de dialogue entre femmes non blanches. Et donc, l'émission s'appelle Kiffe ta race. Et le premier épisode s'appelle Tu viens d'où? Et en fait, on est 4 d'origines assez différentes à raconter comment les gens, en fait, veulent absolument savoir d'où on vient. Mais c'est-à-dire
en fait, ils ne veulent pas savoir d'où on vient, parce que quand on leur répond qu'on vient d'un endroit qui n'est pas suffisamment exotique, ils continuent à nous questionner jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Et c'est vrai que cette question-là, pour moi, c'est pas une question vraiment sur la provenance, c'est une question sur la couleur de peau, et pourquoi, en fait, tu as cette couleur de peau, et pourquoi ta tête a cette forme-là, et pourquoi tes cheveux sont comme ça, etc. Parce que, en fait, c'est une manière de montrer qu'ils n'arrivent pas dans leur esprit à nous ancrer dans le contexte local, et veulent forcément trouver une explication, etc. Et que nous, on doit en permanence se justifier par rapport au fait d'être français, et puis raconter. Et puis après, moi, ce que j'aime pas dans cette question, c'est que les gens agissent comme si on leur devait, en fait. Oui, parce que je veux dire, moi, en vérité, je te connais pas, quoi. Donc, pourquoi je vais te raconter la vie de ma grand-mère? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui m'appartient et je ne te dois pas cette réponse parce que simplement je suis noire et que pour toi, c'est pas une chose normale que d'être noire, quoi. Donc cette question-là, je trouve qu'elle est intéressante parce que même si on a des apparences et des origines différentes, même si on est né en Afrique, etc., elle vient toujours d'une manière vraiment incongrue, et c'est une question qu'on pose absolument pas à des gens qui vont être blancs et belges ou suisses, voilà, sauf s'ils ont un accent très très prononcé, mais en tout cas c'est pas une question qui vient de manière très évidente dès qu'ils apparaissent face à quelqu'un. Donc je trouve que c'est vraiment une question qui montre à quel point la France, en tout cas, ne se voit pas aujourd'hui telle qu'elle est, et voilà, cette question de l'accent, faire l'accent. Il y a pas longtemps, j'écoutais bon, je sais pas, dans une émission de radio, il y avait Tex. Bon, je pourrais faire des choses plus intéressantes de ma vie, mais il se trouve que Tex était à la radio, et en fait, ce qui était fou, c'est qu'il est passé. Donc il est passé dans une... Bon, il a été viré pour des propos sexistes, etc. Et donc il n'y a pas longtemps, il passait dans TPMP et il commence à faire... Donc l'émission Je touche pas à mon poste, il commence à faire un accent africain. Tout le monde lui fait non, mais genre doucement, t'as déjà eu des problèmes, tu vas te calmer, quoi. Et donc il raconte cette histoire-là en disant non, mais quand même, dans une émission radio, il dit non, mais quand même, on peut plus faire l'accent africain. Et je me dis, mais c'est fou de croire qu'il y a un seul accent pour 54 pays. Enfin, c'est incroyable. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment le côté, mais c'est terrible. Vraiment, les gens sont terrifiants. On est vraiment soumis à une forme de dictature qui fait qu'on ne peut plus faire cet accent-là africain. Est-ce que ton expérience d'actrice, où vraiment on te demande de faire... Non, mais c'est complètement... Ce qui m'a choquée, c'est vraiment l'indignation de la personne, quoi. C'est vraiment genre, mais 2018 est vraiment une année tyrannique, quoi. On peut plus faire cet accent africain. Alors, les blagues sexistes, c'est non, la non plus, bah quoi alors? Donc oui, voilà, cette question-là, elle est vraiment... c'est-à-dire qu'à la fois, on te demande d'où tu es, et en même temps, quand tu essaies de faire un truc entre groupes minoritaires, on te dit que tu es communautaire. Enfin, c'est une espèce de... En fait, on peut jamais avoir bon. C'est-à-dire que quand on est entre groupes non blancs, etc., on est trop communautaire. Quand on dit qu'on est français, mais oui, mais sinon, t'es français d'où? Quand on fait l'accent, mais t'es pas fier de tes origines, c'est quand même ton accent, c'est tes racines, etc. Et il y a toujours un truc de place qui est toujours présent dans les questionnements. Après, du coup, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Je ne voulais pas tellement répondre, mais rebondir sur l'idée que... Enfin, il y a toujours effectivement ce questionnement. On est, je pense, de différentes manières à chaque fois, et individuellement et collectivement soumis à ces injonctions contradictoires, voilà, et d'autant plus quand on est médiatisé. Et je pense qu'il y a à la fois l'enjeu d'être des voix et de continuer à faire porter des messages qui dérangent, qui subvertissent, et de le faire. Et je pense que, y compris le soutien, et je pense que c'est pas... Tu l'as dit sur ce qui a porté ton film, ce qui porte tes projets, c'est ça qui aide aussi à se dire ça vaut le coup de continuer et de ne pas se laisser fermer sa bouche et ce qu'on défend. Donc il y a cette dimension-là de dire ouais, on assume, etc. Mais je pense aussi, et moi j'appuie aussi là-dessus, le fait que ça ne doit pas enfermer, tu le disais un peu tout à l'heure, sur le fait que ce que tu fais devient... pour toutes les femmes noires ou pour tous les noirs, etc. Et on devient genre un modèle qui doit être parfait, doit jamais se tromper, doit faire ce qu'on pense qu'une femme noire militante afroféministe doit faire, etc. De refuser aussi ce carcan-là, quoi, de dire l'enjeu et la bataille, c'est de faire qu'il y ait toutes ces voix-là qui existent, qui est la place qu'elles choisissent d'avoir, mais qu'il n'y a pas une vision de la femme noire, et c'est ça qui est génial dans le film. Et je pense
pense que c'est ça qui est génial, toi, dans ton parcours, de dire, bah, ouais, je vais à TPMP, et puis je fais ce que j'ai à faire. Oui, je vais faire un film, je vais faire... Voilà, ce côté de s'affirmer tout en assumant son individualité et sa singularité. Et je pense que c'est ça l'enjeu, et garder cet équilibre-là qui est important. Voilà, ben, en tout cas, merci à vous deux d'être venus. Nous, c'était vraiment important pour tout ça et de nous avoir aidés à construire ce premier moment d'échange. Et on espère, encore une fois, je renouvelle l'invitation pour vos prochains projets, de refaire des séances. Et là, on invitera les 577 à venir. Merci à vous d'être venus. C'était un peu acrobatique. On teste, hein, voilà, on teste vraiment les plates, surtout cette première année. Mais voilà, si vous suivez sur Facebook, Twitter, on fait aussi des initiatives à notre local de campagne dans le 18e. On a eu, par exemple, une conversation sur Black Panther. Et on va refaire d'autres initiatives de ce type-là aussi, pour parler de ces sujets sur... culture, politique, représentation. Donc voilà, essayer de contribuer à notre échelle à ce débat-là, à cette lutte-là. Voilà, j'en finis. Il est déjà tard, et puis il faut que je retourne en séance d'ailleurs. En tout cas, moi, ça m'aura fait du bien, parce que c'est vraiment la tranchée là. Et merci encore à tous et à toutes. Et puis à bientôt.